9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. À la une de l'actualité, un attentat terroriste à Mulhouse. Le suspect au profil schizophrène était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Un acte de terrorisme islamiste qui ne fait pas de doute pour Emmanuel Macron. Comment une telle attaque a-t-elle pu se produire ? À 10 reprises, mes services ont relancé le consulat algérien. On a été, si j'ose dire, assez gentils. Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. Il faut un rapport de force. On est dans un vrai bras de fer entre Paris et Alger, notamment du côté des diplomaties. C'est une affaire éminemment politique. Après ce qui s'est passé, évidemment, l'assaillant de Mulhouse ce week-end, qui faisait l'objet d'une procédure d'extradition. Ça ravive évidemment les tensions avec entre du côté des deux rives de la Méditerranée. On sait qu'il y a énormément de choses. Évidemment, il y a la question des visas, il y a le Sahara occidental, il y a l'accord franco-algérien de 68, il y a les différents mémoriels et culturels entre la France et l'Algérie. Et là, on est dans une situation probablement la plus terrible, en fait, en tout cas au niveau diplomatique depuis des années. Pour en parler, Pierre Gentillet, avocat, candidat qui a été candidat RN aux législatives en 2024. Bonjour. Bonjour. Et puis Aurélien Taché, qui est député LFI du Val d'Oise. Bonjour. Aurélien Taché. Alors, est-ce que la France doit prendre des mesures de rétorsion contre l'Algérie ? Finalement, c'est un peu toute la question après le refus de recevoir des OQTF algériens sur son sol. Il y a beaucoup de situations, mais déjà en réaction à ce qui s'est passé en fait ce week-end, Aurélien Taché. Mais qu'est-ce qu'on entend par mesure de rétorsion ? En fait, moi, je crois que la priorité pour la France, c'est effectivement, par exemple, sur le sujet des OQTF, qu'on puisse avancer avec l'Algérie, sur tout un tas d'autres sujets aussi. Et la meilleure manière de vouloir avancer avec quelqu'un, c'est pas de constamment lui cracher à la figure. La diplomatie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, Monsieur Retailleau n'est pas chargé de la diplomatie française. Il est chargé de faire assurer la sécurité dans le pays. Je crois qu'il a du travail. D'ailleurs, il fait bien de s'y mettre et passer un peu moins de temps. C'est pour ça qu'il réagit, justement, dit. Parce que, en fait, en raison notamment de ces OQTF et de ce problème avec l'Algérie, on se crache à la figure des deux côtés. Hein. Oui, mais oui, d'accord. Mais si vous voulez avoir des résultats dans ce domaine-là, mieux vaut laisser le ministre des Affaires étrangères, dont c'est le métier, chercher finalement les points d'accroche pour pouvoir retisser une relation avec l'Algérie qui est abîmée, puisqu'on a le sentiment qu'effectivement, il y a un certain nombre de difficultés. Mais on pourrait revenir aussi sur pourquoi, en matière de relations internationales, ce sentiment est abîmé. Il y avait eu un grand travail d'entreprise sur les questions mémorielles avec Benjamin Stora en 2021 et autres. Tout ça a été abandonné par Emmanuel Macron. Ensuite, il a eu des revirements successifs sur un certain nombre de sujets, notamment dans sa relation avec le Maroc, sans jamais avertir l'Algérie. Bref, on s'y prend comme des pieds depuis le départ. Et effectivement, moi je rappelle juste une chose, l'Algérie c'est le premier pays d'exportation de la France vers l'Afrique. C'est 450 entreprises françaises, c'est 3 millions de binationaux français-algériens. Donc si on veut ressusciter la guerre d'Algérie, allons-y, mais je ne crois pas que ça va régler beaucoup des problèmes de sécurité des Français. Et au contraire, il faudrait rechercher, comme l'a d'ailleurs très bien dit par exemple un ancien Premier ministre qui connaît bien les questions d'affaires étrangères, Dominique de Villepin hier sur une antenne, à ce qui rassemble la France et l'Algérie, comment on peut retisser une relation, comment on peut avancer. Et là, on obtiendra peut-être plus de résultats sur les OQTF qu'en jouant les gros bras sur les plateaux télé comme le fait M. Retailleau. Pierre Gentillet. Il joue les gros bras, Retailleau, et il n'est pas dans son, entre guillemets, dans son droit. Hein. Je dis entre guillemets, hein, bien sûr, comme l'a dit Aurélien Taché. Alors, pour parler d'abord effectivement de Monsieur Retailleau, il est dans son rôle, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il clame. Moi, la difficulté que je commence, parce que je suis prudent, que je commence à avoir, que nous commençons à avoir avec Bruno Retailleau, c'est que ça ne fait pas 3 semaines, mais ça fait 6 mois qu'il est aux responsabilités, depuis septembre dernier. Donc j'ai du mal à situer Monsieur Retailleau aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'il est ministre de l'Intérieur en responsabilité, en charge, ou alors est-ce qu'il est dans l'opposition, dans la déclamation, au fond un peu le ministère de la parole, tout en étant en responsabilité. Donc, oui, bon, j'ai un peu de difficulté. Mais on va pas faire le procès de Retailleau, même si on l'a évoqué en fait dans un instant, parce que le sujet est beaucoup plus en fait sur le bras de fer entre la France et l'Algérie. Mais vous avez raison. J'arrive sur ce que vous dites, puisque vous m'interrogez sur Bruno Retailleau. C'est vrai. Maintenant, à la lecture de ce que disait. Maintenant, sur ce que vient de dire Monsieur Taché. Comment vous dire ? Moi, je suis un peu catastrophé quand j'entends ces discours parce que, vous savez, c'est un peu words, quoi. C'est vraiment des mots, mais des mots qu'on entend depuis 40-50 ans, Monsieur Taché. Je veux dire, vous nous dites, la diplomatie, c'est plus compliqué que ça. Oui, bon, très très bien, effectivement. Et je ne dis pas que tout d'un coup, il faudrait rompre absolument tout
tous nos rapports avec l'Algérie et durablement. Mais est-ce qu'on pourrait à un moment changer de méthode? C'est-à-dire que la question du rapport de force que nous évoquons, et nous allons, si vous le voulez bien, peut-être effectivement en parler, parce que nous avons des outils, nous avons des mesures qui sont des mesures de rétorsion, qui pourraient enfin inverser le cours des choses, notamment sur les OQTF, qui sont, je vous le rappelle, pour l'Algérie, au cas particulier, très mal appliqués. C'est de l'ordre de entre 5 à 6% des obligations de quitter le territoire français qui sont appliquées. Est-ce qu'on pourrait, à un moment, une seule fois, tenter le rapport de force? Parce que nous avons les moyens, parce que la France est en position de force avec l'Algérie, qu'il s'agisse, je vais y venir, qu'il s'agisse en matière économique, parce qu'en réalité l'Algérie est la France est le deuxième partenaire pour l'Algérie, tant en termes d'importation qu'en termes d'exportation. Donc, sur les relations commerciales, si vous voulez, nous avons un poids qui est un poids tout à fait considérable. Seule la Chine est au-dessus de nous. Après, sur cette question maintenant plus régalienne, plus sécuritaire, nous accordons, pour l'année, j'ai les chiffres pour l'année 2023, je n'ai pas ceux pour l'année 2024, mais nous accordons près de 200 000 visas à l'Algérie, c'est-à-dire quasiment 10% du total. Nous avons la capacité de restreindre considérablement ces visas. Nous devons dénoncer le fameux accord franco-algérien de 1968 qui accorde des facilités évidentes pour l'octroi de visas aux ressortissants algériens. Et je ne parle même pas de la question des transferts de fonds. Bref, nous avons des outils, mais nous ne les avons jamais utilisés. Jamais. Donc on ne peut pas dire, que ça ne fonctionne pas, puisque nous n'avons jamais pris cette voie. Nous couchons en permanence. Nous avons un rapport vis-à-vis de l'Algérie qui est un rapport de soumission. Nous sommes en permanence, nos gouvernants, terrorisés à l'idée d'engager le rapport de force. En raison des questions mémorielles, peut-être? En raison des questions mémorielles et aussi de questions intérieures, peut-être même de questions électorales. Oui. Aurélien Taché? Non, mais j'ai rien entendu dans les propositions qui viennent d'être faites de convaincants pour... Enfin, allez-y, faites tout ça. Je me doute pas que je n'allais pas vous convaincre. Non, mais allez-y, faites tout ça. Vous verrez, ça ne bougera pas d'un centimètre à la position d'Alger. En revanche, effectivement, sur les relations commerciales que vous évoquiez, c'est plus la France qui a y perdre qu'à y gagner, d'ailleurs. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle y perdrait? Son premier marché d'export vers l'Afrique, par exemple, c'est pas tout à fait neutre en ce moment quand on connaît la balance du commerce extérieur français. Qu'est-ce que ça représente au niveau du total du commerce? Je vais continuer. Oui, allez-y, dites-le, ça ne représente pas grand-chose en réalité. L'achat de gaz, par exemple, c'est vos amis italiens, Giorgia Meloni et tout, qui raflent le gaz en Algérie parce qu'on n'est même pas foutu d'avoir une relation à peu près correcte avec ce pays qui a quand même été français pendant plus de 130 ans. Qu'est-ce qu'on perdrait d'autre en matière de sécurité? Vous savez que les renseignements algériens ne donnent plus de renseignements aux renseignements français depuis la brouille. Donc on se plaint de tout un tas de choses, mais sauf que si en fait il n'y a pas ces coopérations dans le domaine sécuritaire avec l'Algérie, là la France se met en danger de manière beaucoup plus importante sur des sujets de risque terroriste ou autres. Bref, on a tout à y perdre. Par contre, absolument rien à y gagner, si ce n'est à se faire plaisir en matière de politique intérieure en désignant un bouc émissaire. L'immigré algérien, c'est une vieille rengaine de la droite et de l'extrême droite française depuis des décennies. Et donc effectivement, plutôt que de parler de diplomatie et de relations internationales sérieusement, on en fait des sujets de politique intérieure. On essaie de ressusciter une guerre d'Algérie qui est terminée. Tout ça n'obtiendra aucun résultat. Et en réalité, par contre, ça peut causer des dégâts absolument terribles. Alors, des dégâts, il y en a quand même avec aujourd'hui des actes, bien sûr. C'est intéressant parce que les arguments économiques ont été évoqués, mais finalement assez peu sourcés. Donc je m'attendais évidemment à cet argument. Donc on a parlé du gaz. Effectivement, le gaz algérien, c'est quoi? La France dépendrait du gaz algérien? C'est 10%, d'accord? 10%. Nous avons une politique de diversification du gaz, c'est très bien. Nous pouvons l'accroître pour faire en sorte de réduire effectivement ce volume. Je termine. 9%. Ah bah si, indirectement, il revient. Oui, enfin bon, 9%, si on veut pas... 9% de notre pétrole, pareil, vous voyez, donc on n'est pas sur des montants. Il faut arrêter de faire croire que si demain nos relations avec l'Algérie étaient suspendues, économiquement ce serait l'effondrement pour la France. C'est complètement faux. En revanche, ce serait tout à fait l'inverse. Par ailleurs, on parlait du commerce extérieur. Le commerce extérieur pour la France, c'est 770 milliards d'euros. L'Algérie, vous savez ce que ça représente là-dedans? 12 milliards. 12 milliards. Donc, alors qu'à l'inverse, par contre, l'Algérie dépend beaucoup plus de nous. Si on parle des IDE, eh bien les IDE, l'Algérie, les IDE, c'est les investissements directs à l'étranger. Excusez-moi. La France pèse 45% des investissements directs étrangers qui sont en Algérie. Donc, c'est évident que le rapport de force est beaucoup plus de notre côté. Mais encore une fois, je note que vous êtes Madame Irma, vous dites tentez ça. Ben, merci. Donnez-nous les responsabilités. Laissez-nous effectivement tenter pour une fois ce qui n'a jamais été fait. Allez, on va poursuivre dans un instant. Aurélien Taché, Pierre Gentillet, je sais aussi que ça réagit, bien sûr. Quelle attitude adopter après ce qui s'est passé ce week-end à Mulhouse, mais d'une façon générale depuis plusieurs semaines dans les relations qui sont extrêmement brouillées entre la France et l'Algérie? Est-ce que d'ailleurs ce sont des relations qui sont brouillées
entre avant tout les deux pouvoirs. Est-ce que les populations sont concernées? Je rappelle que par exemple Benjamin Stora avait déclaré il y a 2 ans qu'au total il y avait 7 millions de résidents en France qui d'une manière ou d'une autre étaient liés par la mémoire en fait de l'Algérie. Les soldats, les rapatriés, les appelés, les harkis, les immigrés, etc. Pas la population, bien sûr, c'est pas la population franco-algérienne ou algérienne, puisque la population, je crois, de personnes originaires d'Algérie, c'est un peu moins d'1 million, c'est 12% des 7 millions d'immigrés en France. 3 millions de binationaux. Il y a les binationaux, évidemment. Nous poursuivons dans un instant. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face autour de ce qui se passe entre la France et l'Algérie. Beaucoup de questions soulevées d'ailleurs aussi par l'attaque de cet assaillant à Mulhouse ce week-end. Bien sûr, questions autour de la France et l'Algérie d'une manière générale, à travers bien sûr aussi ces questions des OQTF, puisque évidemment, je le rappelle, il était sous le coup d'une procédure d'extradition vers l'Algérie, mais on sait d'ailleurs qu'il y a aussi l'histoire de l'influenceur, qui est jugé d'ailleurs aujourd'hui, je crois, du côté de Montpellier, l'expulsion, finalement le retour, etc. Est-ce que, je le disais, c'est vrai qu'il y a grosso modo 7 millions de personnes d'une manière ou d'une autre qui ont été concernées par l'Algérie depuis des années et des années, avec des Français qui sont allés en fait là-bas, les harkis qui sont venus, les binationaux, etc. Aujourd'hui, vous avez dit en fait tout à l'heure, oui, des mesures de rétorsion économique, Aurélien Taché et puis Pierre Gentillet. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais est-ce que ça servirait véritablement à quelque chose, quoi? Mais oui, encore une fois, je vous ai dit, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le poids que la France a dans l'économie algérienne et dans le commerce extérieur algérien, je l'ai dit, c'est quand même 45% des IDE, c'est important. J'aurais pu rajouter aussi, on a beaucoup parlé de l'investissement public ces derniers temps, vous voyez. Eh bien, l'investissement public, alors, il y a plusieurs rapports, je vais citer celui qui est le plus bas, c'est quand même 200 millions d'euros qui sont donnés par la France, donc c'est de notre argent, c'est de l'argent public. Ils sont prêtés. Oui, qui sont prêtés. Avec toutes les abandons de créances qui vont à chaque fois. C'est toujours pareil pour tous les États algériens. On donne, et à la fin, subrepticement, vous avez le chef d'État qui arrive et qui accorde une remise. On connaît, c'est toujours la même chose. Donc cet argent-là, il pourrait tout à fait servir à autre chose. Je pense que si nous nous donnons les moyens demain, avec ces mesures de rétorsion, nous avons tout à fait la capacité d'inverser le cours des choses. Encore faut-il, je le répète, le vouloir. Oui, ça c'est vrai, c'est un biais. Et puis il y a l'autre aussi, les accords par exemple de 68, qui régissent les conditions de circulation, d'emploi, de séjour des Algériens en France. Et qui donne un régime de faveur, aux Algériens. Mais là aussi, rétablissons la vérité. Il y a un régime quand même de faveur. Je suis député dans le Val d'Oise. C'est la préfecture du Val d'Oise, à Cergy, c'est là où je suis élu. Je peux vous dire que des dossiers de demande de titre de séjour ou autre, c'est un département qui est proche de Paris, qui a beaucoup d'immigration, etc. J'en vois toute la journée. Aujourd'hui, quand vous êtes un ressortissant algérien et que vous relevez de l'accord de 68, la réalité est que vous avez, dans 9 cas sur 10, beaucoup plus de mal à obtenir un titre de séjour. Vous savez pourquoi ils ont été faits, ces accords de 68? C'était pour effectivement favoriser la libre installation des travailleurs algériens. Après la période coloniale, ça a permis... parce qu'il y avait de la main-d'œuvre qui venait travailler aussi en France. On est ici à Paris, on connaît tous un bistrot qui est tenu par un Algérien, un Kabyle ou autre. Il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est quand même une histoire d'il y a 50 ans. Ça ne s'applique plus du tout. Ça n'apporte plus aucune réalité. En revanche, il faut revenir sur ce que vous avez dit juste avant. 7 millions de personnes qui sont liées d'une manière ou d'une autre à l'Algérie. 3 millions de binationaux. 1 million d'Algériens présents en France. Et aujourd'hui, on fait quoi? On a effectivement tout un tas de gens qui s'enthousiasment parce qu'un maire à Béziers s'est senti autorisé, par exemple, de stopper le mariage entre une Française et un Algérien. On est en train de toucher à la relation charnelle entre deux peuples. Sous OQTF. Mais oui, mais attendez, vous demandez les papiers de quelqu'un quand vous tombez amoureux. Je ne vous le souhaite pas, votre vie ne doit pas être rigolote sinon. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, franchement, on arrive à une relation extrêmement intime entre deux peuples depuis des décennies, et on est en train, effectivement, d'agiter tout ce qui peut mettre de la crispation, tout ce qui peut fracturer une histoire qui est pourtant extrêmement riche, pour des raisons qui certes sont importantes. On a parlé des OQTF ou autres, mais on n'obtiendra aucun résultat de cette manière-là. Donc moi, je suis absolument tétanisé par ça. Et encore une fois, on nous explique... Qu'est-ce que vous faites alors? On nous explique que c'est nous qui aurions intérêt à la relation économique avec l'Algérie. C'est faux. Encore une fois, les investissements, ils profitent aussi bien aux chefs d'entreprise français qui s'installent là-bas qu'aux Algériens. Moi, pas plus tard que hier matin, je discutais avec un franco-algérien dans ma circonscription qui me disait ça complique énormément les relations et les investissements que nous on peut faire. C'est nous qui nous retrouvons
retrouvons en difficulté. Et croyez bien que d'autres n'auront pas ces pudeurs. Monsieur Trump, dont je ne sais pas si Monsieur Gentillet est un admirateur, lui est en train de chercher à conclure un accord de défense avec l'Algérie. Vous voyez que les Français, encore une fois, sont complètement à côté de la plaque. Oui. Mais concrètement, je ne vais pas faire l'interview, mais depuis le début de ce débat, on ne sait pas ce que vous voulez faire concrètement et quelles mesures vous envisagez pour inverser le cours des choses avec l'Algérie, hormis discuter, et pardonnez-moi de vous le dire, se coucher, ce que nous faisons depuis 40 ans. Par ailleurs, je pense qu'il y a quand même un malentendu de notre débat, et je ne voudrais pas que ce malentendu reste. La difficulté que nous avons n'est pas avec les Algériens. Elle est avec l'État algérien. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est important bien parce sûr, que entre le là, pouvoir, pour le cas que nous avons évoqué, ce drame, cet attentat islamiste, il faut quand même oser les mots, bien sûr. Que tout le monde ne le fait pas, qui a eu lieu à Mulhouse. Il y a une enquête, par 10 fois. Par 10 fois, l'État algérien a refusé de reprendre ce ressortissant. Que faisait cette personne ici? Pourquoi l'État algérien a refusé de reprendre ce ressortissant comme tous les autres? Je vous rappelle qu'on a un certain nombre de fichiers S en France, il y en a plusieurs centaines qui sont de nationalité algérienne, c'est 5000 fichiers S pour islamisme. Il y en a plusieurs centaines qui le sont de nationalité algérienne. Pourquoi est-ce que l'État algérien refuse de reprendre? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'État algérien décide de nous imposer un diktat permanent depuis des décennies, fait du chantage, fait culpabiliser la France et l'État français, parce qu'il s'est construit, je parle de cet État algérien, contre la France, contre l'histoire de la France depuis 1962, c'est le FLN qui dirige. Et le FLN est dans une posture, mais c'est pas de l'histoire, on parlait de Benjamin Stora, on peut en parler longtemps, mais ce n'est pas une posture historique, c'est une posture mémorielle, par définition, qui est une posture sélective, partiale, et qui conduit à des absurdités. Voilà. Bon, Aurélien Taché, sur ce que dit Pierre Gentillet, en disant, vous dites on discute, mais en fait, finalement, on se couche. Quoi. Non, mais précisément... Et on se crache à la figure. Vous avez utilisé ce terme tout à l'heure. Je pense qu'on se crache à la figure des deux côtés, en fait, du pouvoir. D'abord, première précision, premier malentendu que je voudrais lever moi aussi. Je n'ai aucune espèce de sympathie pour le régime algérien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre les deux peuples et entre deux pays. Donc, effectivement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Pierre Gentillet. Non seulement on ne se couche pas, et moi, je suis français, je défends mon pays, je ne demanderai jamais à ce qu'on se couche. Mais par contre, ce qu'on n'a jamais vraiment essayé, c'est d'aller au bout des choses et du règlement des questions mémorielles, des questions liées à notre histoire. Benjamin Stora avait fait un rapport intéressant. Emmanuel Macron avait commencé à mettre des choses en œuvre, mais comme effectivement sous la pression politique des amis de Pierre Gentillet et de toute la droite française, il a reculé. Ça a donné un immense sentiment de déception. Il a reculé pas que pour ça aussi. C'est parce qu'en fait il y avait la question en fait des relations avec le Maroc. Faut pas oublier que évidemment il y a une brouille entre l'Algérie et le Maroc. Non mais c'est vrai. Mais alors précisément sur le Sahara occidental, on va pas. Eh bien puisqu'il y avait eu des choix politiques de fait de la part d'Emmanuel Macron sur cette question, et là aussi on peut se demander comment ils ont été, c'est-à-dire comment il avait prévenu ses partenaires algériens ou autres de ces choix politiques-là, que je ne remets pas forcément en cause. On pourra en discuter, c'est un autre débat, mais la question de la manière dont on règle ça avec l'Algérie était très importante, et précisément pour cette raison, il fallait aller au bout du travail engagé notamment par Benjamin Stora sur les questions mémorielles et sur d'autres relations pour apaiser enfin cette relation et regarder vers l'avenir. Je rappelle que cette relation est très vivante. Nous avons donné des chiffres sur les relations économiques, nous avons donné des chiffres sur les relations humaines qui sont quand même les plus importantes. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et en faisant ce qui est fait, ou en allant encore plus loin dans un pseudo bras de fer, on ne va faire que accentuer les problèmes. On n'aura pas plus d'OQTF de repris. On va finir par se faire virer de l'Algérie sur le plan économique. On n'aura pas d'avancée dans le domaine sécuritaire. On a besoin de nos partenaires algériens. Tout ça ne mène à rien. Non mais il faut donner des chiffres. Par exemple, si je reprends l'année 2022, parce qu'on a un peu de recul et tout, il y avait eu 60 000 à peu près OQTF émis à l'encontre de ressortissants algériens. Combien exécutés? 4%, 2600. Alors bon, non mais ça amène effectivement certaines questions. Pierre Gentillet. Pour revenir sur ce qui a été dit juste avant par Aurélien Taché et sur notre relation à l'Algérie, et là vraiment cette fois-ci la relation entre la France et l'Algérie, après tout entre les États aussi. Je pense qu'il y a un énorme malentendu, c'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on se flagelle, je dis, mais en réalité ça n'avance pas. On nous dit il faut essayer d'exhumer le passé, il faut essayer de réconcilier la France et l'Algérie. La France a reconnu les crimes qu'elle a commis en Algérie.
Elle l'a reconnu. Elle les a pas indemnisés, elle les a pas réparés. En revanche, non mais attendez, on va pas passer notre vie entière, et c'est d'ailleurs ce qu'ils veulent, notre vie entière et notre histoire entière à indemniser. Et par ailleurs, je note une chose, on a bien c'est pu que coloniser, mais on peut pas indemniser. tout ça ne se fait pas forcément dans une relation saine, dans une relation de réciprocité, puisque de l'autre côté de la Méditerranée, il n'y a pas de reconnaissance des crimes qui ont été perpétrés par le FLN, je le rappelle, sur des Français. Ça, l'État algérien refuse. Quel crime vous évoquez les crimes, les massacres, les attentats qui ont été commis, les hommes, les femmes, les enfants qui ont été décapités. Je vois des gens qui ont dû se battre pour l'indépendance parce qu'ils étaient colonisés, réprimés. Est-ce que vous trouvez que décapiter des enfants, est-ce que vous trouvez que décapiter des enfants, soyez précis. Eh ben, on va être précis. Est-ce que vous trouvez que décapiter des enfants, que violer des femmes, ça fait partie de la résistance? Ce sont des crimes. Et ces crimes-là n'ont jamais été reconnus par l'État algérien. Nous avons reconnu les crimes qui ont été commis à l'occasion de cette guerre d'indépendance. Nous avons reconnu ces crimes du côté algérien. Rien n'a été reconnu. Donc ce n'est pas une relation de réciprocité, c'est une relation de soumission. Et plus nous continuons dans cette voie, plus nous allons nous coucher et moins les choses vont changer. Précisément parce que je n'ai aucune sympathie pour le régime algérien et qu'effectivement il vit en grande partie sur une rente mémorielle, c'est ce type de discours qui lui permet de trouver un écho auprès de la population algérienne. Si véritablement on avait été au bout des choses sur la question mémorielle coloniale et autres, le régime algérien ne pourrait pas utiliser ces arguments-là pour avoir encore le soutien si on avait effectivement reconnu ces crimes, indemnisé les crimes, les essais nucléaires dans le Sahara et tout le reste. Enfin, je veux dire, c'est quand même absolument incroyable ce qu'on est en train d'entendre là en termes de relativisation. Si tout ça avait été pleinement reconnu, pleinement réparé, le régime algérien ne pourrait pas depuis des décennies, et d'ailleurs il a tremblé ce régime, hein, on se rappelle du Irak, le mouvement contre ce régime jusqu'en 2020, il ne pourrait pas continuer à s'appuyer sur ce type de discours que je viens d'entendre à l'instant pour continuer à avoir le soutien d'une partie de la population algérienne. Vous mettez le doigt dans un engrenage qui est un engrenage sans fin. Cet engrenage ne cessera pas. Mais puisque je le redis, nous avons reconnu et nous avons même indemnisé. Si vous dites ce n'est jamais assez, détrompez-vous. C'est là-dessus que l'État algérien appuiera. Et c'est par des gens comme vous, c'est grâce ou à cause à des gens comme vous en France que l'État algérien va continuer à demander, à quémander et à inverser en permanence le rapport de force entre la France et l'Algérie. Et vous en faites ici le porte-parole. Allez, nous allons poursuivre dans un instant. Pierre Gentillet, Aurélien Taché, évidemment autour de ce bras de fer qui est à un moment quand même probablement crucial, quoi. Puisqu'on a utilisé la méthode douce, je suis pour employer le rapport de force. Qui a dit ça ces derniers jours? C'est du côté des autorités françaises. On a un peu le même discours aussi côté algérien, bien sûr, en employant une forme de force, bien sûr, en refusant par exemple certaines personnes. Et puis il y a Boualem Sansal qui est au cœur évidemment de ça, qui est retenu en Algérie. Nous y revenons dans un instant. Quelles éventuelles solutions? Jusqu'où il faut aller dans ce rapport de force entre Paris et Alger? La vérité en face sur Sud Radio jusqu'à 10h. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face autour de ce bras de fer entre la France et l'Algérie. Alors c'est plus particulièrement d'ailleurs entre Paris et Alger, ce qu'on a évoqué avec mes deux invités depuis tout à l'heure, une demi-heure, Pierre Gentillet, Aurélien Taché, à la suite évidemment de ce qui s'est passé aussi à Mulhouse et puis de beaucoup d'autres faits autour d'OQTF, l'attaque à la synagogue de Rouen il y a un an, c'était un Algérien de 29 ans sous OQTF aussi après sa demande de titre de séjour qui est pour raison médicale, qui avait été aussi rejeté. Enfin, il y a énormément de faits comme ça, avec des OQTF plutôt d'origine en fait algérienne. Du coup, ça provoque en fait cette douleur. Et vous l'avez entendu ce week-end, il y a eu Bruno Retailleau. C'est pas que ce week-end d'ailleurs, puisqu'il y avait eu l'histoire en fait aussi des influenceurs où il avait entre guillemets montré les muscles. Bruno Retailleau. Moi, j'ai un ami qui a été assassiné il y a quelques années. Celui qui l'a assassiné, il est resté plus de 10 ans irrégulièrement sur le territoire. Il a incendié la cathédrale de Nantes et il avait un profil, là encore, psychiatrique. Il n'était pas en hôpital psychiatrique, pas en prison, en situation régulière. Donc je suis bien placé pour savoir qu'il faut bouger les règles maintenant. Ça suffit. Voilà, ça suffit. Il faut bouger les règles. Alors il y a eu une avocate hier sur un plateau de télévision qui s'en est pris à Bruno Retailleau. Excusez-moi, on ne peut pas se poser la question de qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour protéger cet homme de 69 ans qui aujourd'hui est mort? Moi aujourd'hui je me pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la société de M. Retailleau. Je vous le dis très clairement.
Ah bah voilà, donc il y a le débat est en fait Pierre Gentillet, Aurélien Taché en fait. Non, mais alors sur les propos de la consoeur, parce qu'en l'occurrence c'est une avocate, je vais être modéré pour des questions déontologiques, mais évidemment je suis absolument pas d'accord. Ouais. C'est la preuve qu'on inverse quand même la réalité à ce moment-là. Le problème, c'est pas Bruno Retailleau. En fait, bien sûr, cette petite interview, cette réaction. Quoi. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Vous avez dit, montré les muscles. Il a montré les muscles. Oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, cher Patrick Roget. Il a montré les muscles. Maintenant, s'il pouvait s'en servir, ce serait pas mal. Parce que je le redis encore une fois, je l'ai dit au début de l'émission. Je redis aussi au passage que vous êtes proche du RN, puisque vous avez été candidat RN, bien sûr. Donc il y a une rivalité politique qui s'exprime. Oui, voilà, mais ça n'enlève pas l'objectivité de mon propos, ce que je pense depuis toujours d'ailleurs sur M. Retailleau, mais là ça se confirme encore plus depuis son accession aux responsabilités. Moi j'ai envie de dire à Bruno Retailleau, que fait-il au gouvernement? Parce que le discours qu'il a eu, la conférence de presse que j'ai écoutée le soir de l'attentat à Mulhouse, et même après, sur le plateau de TF1, il a redit exactement la même chose que ce qu'il avait dit en novembre dernier. J'ai envie de poser la question à M. Retailleau. Qu'est-ce qui a changé depuis novembre dernier? Dans les faits, dans ce que lui a pu faire. Qu'a-t-il pris comme mesure? Qu'est-ce qui a changé sur le plan diplomatique? Et c'est là où on voit toute la difficulté qu'il y a à entrer pour ces gens-là dans une coalition dont ils ne sont pas en réalité véritablement les maîtres. Par là, c'est vrai, et là je pense que pour une fois vous serez d'accord avec Aurélien Taché, c'est-à-dire que évidemment lui est ministre de l'Intérieur, s'occupe de la question régalienne de la sécurité sur le territoire, hein, bien sûr, mais les affaires étrangères sont prises par un ministre macroniste qui n'a pas, je termine, hein, qui n'a pas Jean-Noël Barrot, qui n'a pas du tout le même discours. Donc quand bien même la sincérité de Monsieur Retailleau, je veux dire, à un moment, il faut en tirer les conséquences. Si on ne peut pas agir, à ce moment-là, il faut partir. Sinon, on dupe les Français. Vraiment. Ouais. Bah non, mais c'est aussi courage fuyons, là, si on fait ça, quoi, non? Mais non, c'est pas courage fuyons, c'est à ce moment-là, provoquons appelons à de nouvelles élections législatives à partir de juillet prochain pour une nouvelle solution politique et pour prendre le pouvoir pleinement et pas dans une coalition boiteuse. Bon, Aurélien Taché? Moi, je suis d'accord sur le fait que M. Retailleau est essentiellement là pour des raisons politiques. Et d'ailleurs, l'échange que vous venez d'avoir avec Pierre Gentillet le démontre. C'est-à-dire qu'il y a aussi une crainte du côté du Rassemblement national de voir M. Retailleau venir chasser sur leur terre. Je suis d'accord aussi sur le fait qu'on a plus l'impression qu'il prépare son congrès des Républicains depuis la place Beauvau que véritablement qu'il cherche à protéger les Français. En venant comme ça parasiter la relation entre la France et l'Algérie, le travail des diplomates. Moi, je suis député de la Commission des Affaires étrangères. Je soutiens l'action de ce ministère. Et c'est pas du tout les effets de manche, encore une fois, ou les quelconques rapports de mais force. Pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose, le travail diplomatique. Ça empire quand même, si on n'avait pas un président de la République qui faisait n'importe quoi et qui allait toutes les 30 secondes sauter d'une position à l'autre, écoutez, c'est pas moi qui dis que depuis qu'il est là, on a été chassé de la moitié de l'Afrique, que plus un pays dans le monde ne veut nous parler, et qu'en Europe, lui qui était le grand champion de l'Europe, rien n'a avancé. Donc effectivement, M. Retailleau ferait mieux de se concentrer sur la protection des Français. Il est ministre de l'Intérieur depuis 6 mois. Son sujet n'est pas la relation avec l'Algérie. Son sujet est que les gens qui sont dangereux ne soient pas dehors dans la rue. Ce monsieur-là, par exemple, on dit qu'il avait des troubles psychiatriques. Pourquoi il était en liberté comme ça alors que c'est quelqu'un de dangereux? Il y a tout un tas de sujets sur lesquels M. Retailleau devrait se concentrer plutôt que de préparer sa bataille contre M. Wauquiez pour ensuite préparer celle contre Mme Le Pen. Bon, on verra. Tiens, allez, pour terminer l'émission, Pascal, puisqu'il y a des auditeurs, plusieurs qui nous ont appelés 0826 300 300. Il nous reste 1 minute. Pascal, la conclusion peut-être avec vous. Vous avez entendu ce débat entre Pierre Gentillet et Aurélien Taché. Bonjour Pascal de Mont-de-Marsan. Oui. Bonjour. Oui, effectivement, j'ai tout entendu et j'ai cru bondir derrière mon volant. Je me suis arrêté pour vous appeler parce que quand on entend dire que avec l'Algérie, il faut continuer à faire de la diplomatie, je suis totalement contre. Moi, la question que j'aimerais poser à M. Taché, c'est depuis ces 40 ans qu'on fait de la diplomatie avec l'Algérie, à un moment donné, peut-être, nos petites vies à nous de Français, qu'est-ce que vous en faites? Je veux dire, nous, on subit tous les jours. Tous les jours. Moi, je suis ancien militaire, je vais avoir 50 ans, je suis ancien militaire, j'ai fait 22 ans de sécurité. Sincèrement, il n'y a pas grand monde qui m'impressionne dans la rue ou quand il y a un problème, je ne vais pas me défiler. Mais j'aimerais que mon gouvernement, que le président, mais malheureusement celui qu'on a ne fera jamais ça, j'aimerais que chacun porte un petit peu ces choses-là. C'est-à-dire que, voilà, on est des hommes et moi, demain, tant que ça ne touche pas ma famille, je vais réagir dans les urnes. Mais le jour où il y a un attentat ou quelque chose qui viendra me toucher de près, je vais réagir totalement différemment.
Ouais, non, mais on comprend évidemment, c'est le climat qui est électrique, bien sûr, quand on est touché directement. Bon, on va pas polémiquer évidemment autour de ça parce que c'est extrêmement sensible, bien sûr, et quand il y a des actes comme celui en fait de ce week-end à Mulhouse, et il y en a eu d'autres, hein, bien sûr, depuis des mois. Merci à tous les deux, Pierre Gentillet, avocat, et Aurélien Taché, député LFI du Val d'Oise. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman, qui vont recevoir notamment dans la partie média Darius Rochebain, journaliste à LCI, pour parler des 3 ans de la guerre en Ukraine, parce que évidemment LCI s'en est fait une spécialité de parler avant tout à l'antenne de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Demain, on se retrouve, je vous le redis, hein, de 10h30 à midi, exceptionnellement, puisqu'on sera au Salon de l'Agriculture pour un grand débat autour des territoires et puis de l'agro-industrie également.